On va partir tout à fait ailleurs, puisqu'on ne cesse de parler des sanctions américaines et de leurs conséquences, si elles étaient plus sévères ou si elles étaient levées, évidemment dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a un pays où les sanctions américaines, justement, ont récemment été levées. C'est la Syrie. La Syrie d'Ahmed al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, ancien djihadiste. Regardez bien ces affiches qui ont été placardées dans toute la ville, dans toute Damas. Des affiches où on voit qui? On voit Donald Trump, voilà. Donald Trump, merci président Trump, I love you Trump, make Syria Trump again, make Syria great again, pardon. La Syrie espère à nouveau. Donc, Gallagher Fenwick, voilà un pays où Donald Trump est apprécié, en tout cas depuis les dernières semaines. C'est un changement gigantesque. C'est au départ ce qui nous a donné envie de faire ce sujet, d'avoir vu justement un sujet de la correspondante d'une envoyée spéciale de CNN sur place, Clarissa Ward, qui était elle-même particulièrement impressionnée par le nombre de ces affiches parmi les embouteillages de Damas. Non, c'est comme quoi le monde entier a compris la manière dont Donald Trump fonctionne. Il fonctionne de manière très, très égotique. Et d'ailleurs, cette affaire s'est réglée de manière, j'allais dire, très, très presque charnelle, puisque c'est le prince héritier MBS, quand Donald Trump, lors de son récent séjour au Proche-Orient, en fait, lui dit « je voudrais vous présenter quelqu'un ». Et là, Donald Trump a Ahmed al-Shara en face de lui et dira après, mais 48 heures après, il est très très beau ce mec, donc une espèce de man crush quoi. Donc, encore un man crush quoi. Il y en a eu plusieurs effectivement, de la part de Trump. Et du coup, Donald Trump, mais vraiment comme ça, sur un coup de tête, décide allez, on lève toutes les sanctions, alors que toutes les procédures protocolaires avaient été tentées par cette nouvelle administration via des canaux très officiels, certains plus officieux, afin de donner une chance à ce pays qui se relève après 54 années d'un règne absolument sanglant de la famille Al-Assad, à la fois Hafez le père et Bachar le fils, et qui avait infiniment besoin de, j'allais dire, cette injection d'espoir sous la forme de ces levées de sanctions qui visaient ce régime. Et donc, eux disaient, mais attendez, le régime n'est plus là, on l'a déposé. Donc, donnez-nous cette opportunité. Et Donald Trump, d'un trait de plume, l'a effectivement fait. Et ça change très concrètement la vie. J'en termine par là. Tout ça pour dire que ces sanctions américaines, puisque notre grand sujet la plupart du temps sur c'est les sanctions américaines. C'est la Russie. Donc, comprenez bien que vous pouvez vraiment, de par la prévalence et la puissance du dollar, vous pouvez écraser, mettre une pression colossale sur un pays, si l'administration américaine le souhaite. Mais là, vous êtes en train de nous dire que la méthode Trump, qui est uniquement de compter sur des relations personnelles, puisque finalement, c'est parce qu'il a rencontré le nouveau dirigeant syrien qu'il a pris la décision de lever ces sanctions. Donc cette méthode, vous la critiquez, si j'ai bien compris ce que vous dites, cette méthode Trump. Je la constate. Mais vous la constatez, oui, mais je ne pense pas qu'elle vous plaise particulièrement. Mais en tout cas, le résultat, c'est que ces sanctions ont été levées. En l'occurrence, la méthode, vous avez raison, je la déplore, mais sur la Syrie, c'est l'un des seuls à avoir osé cette décision. Et elle est excellente, cette décision. Les Syriens en avaient besoin et la méritaient, cette décision. Donc, c'est une très bonne décision. Elisabeth Shepard-Selam, il y a aussi, on comprend bien que c'est une décision de Trump et que tout est parti de là. Alors vous dites, Gallagher, que ça a été fait d'un revers de la main et que ça a été fait presque d'un claquement de doigts. Mais en vérité, est-ce que tout ça n'est pas un peu tactique pour faire en sorte de se mettre ce pays dans la poche et potentiellement profiter d'une certaine manne, puisque ce pays va devoir maintenant se reconstruire. Ça va coûter très cher. Mais alors, pour rajouter à ce que disait Gallagher, non seulement c'est une stratégie personnelle, mais aussi personnelle dans le sens économique. Et on se rappelle aussi qu'en Syrie, ils lui ont proposé un Trump Tower, même avec une maquette, avec des petits bâtiments autour, tout un quartier. Canada, Mexique. Oui, c'est ça. Avec le Canada, le Panama, le Mexique comme bâtiment autour de Trump Tower. Ouais. Donc, ils savent comment jouer cette tendance Trump qui est à la fois très égotique, comme disait Gallagher, et très intéressée
économiquement, financièrement. Et c'est ça aussi qui fait, j'ai envie de dire la force, même si c'est pas le mot. Elisabeth, vous parlez là de la Trump Tower à Damas, en Syrie. Voilà, donc parce qu'effectivement, il faut expliquer, c'est un projet, bien sûr, d'un investisseur, d'un homme d'affaires syrien émirati qui a lui construit 270 projets au Moyen-Orient et qui a trouvé tout simplement la meilleure façon d'attirer l'attention de Donald Trump. Voilà le projet, vous le voyez à l'écran. Donc il s'agirait à Damas, donc dans la capitale syrienne, d'ériger cette tour de 45 étages, 200 millions de dollars, 3 ans de construction. Voilà ce que la Syrie, on peut dire, a trouvé comme projet pour taper dans l'œil de Donald Trump, attirer de l'investissement en Syrie, c'est ça ? Économie, il y a aussi un autre domaine dont on parle peu, il y a aussi la lutte contre l'État islamique qui est très importante. Oui. C'est un pivot central. On allait y venir. Et donc, bien sûr, puisque les États-Unis, au moins, n'ont pas arrêté la lutte contre l'État islamique. Il y a aussi une conséquence directe dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'une semaine après, l'Union européenne a pris des mesures pour lever aussi un certain nombre de sanctions contre le... Donc, en fait... Ça veut dire, nous, on vient toujours après. Hein. C'est d'abord les États-Unis qui décident, et puis nous, on suit. Voilà, il y a un effet domino qui est. Alors, c'est pas toutes les sanctions. Il reste des dirigeants de l'ex-régime qui restent sous sanctions, mais ça a eu un effet absolument d'entraînement tout à fait notable de la part de l'Union européenne. Mais je voudrais aussi noter et avoir votre commentaire, Gallagher, que mercredi, la Syrie a été exemptée de cette nouvelle interdiction de voyager de Donald Trump. Vous savez qu'il a prononcé cette interdiction envers un certain nombre de pays. Il avait inclus la Syrie lors de son premier mandat. Et là, bien évidemment, la Syrie est exclue de cette interdiction. Donc les Syriens peuvent voyager aux États-Unis. Voilà. Alors après, quels Syriens vont pouvoir se permettre, comme le disait Ludmilla tout à l'heure concernant les Russes, de se payer le voyage en direction des oui, ça c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une élite infiniment petite. Après, ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'au moment où ce pays s'ouvre, et vous avez raison de souligner le passé de ce dirigeant, Ahmed El-Shara, ex-Jolani, mais dites-vous que si nous ne sommes pas présents pour accompagner les Syriens dans cette transition, d'autres le feront, bien sûr. Et avec des projets qui ne seront certainement pas les autres et au service d'intérêts. En tout cas, comme d'habitude, les Américains sont les premiers. Les nôtres. Donc au moment de cette ouverture, soit vous y êtes et vous y êtes présents, et la France, l'Europe peuvent faire beaucoup en termes d'assistance. On n'a pas les moyens financiers des Américains, pas la puissance financière non plus, mais il y a des choses très concrètes qu'on peut faire pour les Syriens et pour les Syriens. Effectivement, vous avez raison, parce qu'il y a eu cette visite, Emmanuel Macron a été critiqué pour cette visite, mais il y a eu la visite à Paris du dirigeant. Donc ça, c'était très important. Il y a eu la rencontre avec tous les dirigeants arabes, et la rencontre avec Trump à Riyad, que vous avez mentionné, qui a mené justement à cette levée des sanctions. Et on dit que le dirigeant syrien ira en septembre à New York, à l'ONU, pour donner sans doute le premier discours d'un président syrien à la tribune de l'ONU depuis 60 ans, Sylvie Berman. Oui, tout à fait, mais il n'y a que Donald Trump et les États-Unis qui peuvent se permettre de faire ça. C'est-à-dire que vous faites remarquer qu'on est suiviste. C'est vrai que quand le président de la République l'a invité à Paris, il y a eu des critiques terribles, parce que c'est pas seulement son passé de djihadiste et qui a beaucoup de sang sur les mains, c'est également le fait qu'il y a quand même des massacres toujours en Syrie, en particulier contre les Alaouites. Donc ce n'est pas simple de prendre une décision de ce type. C'est un peu un pari sur l'ouverture du pays. Donald Trump peut le faire et après les autres, effectivement, peuvent suivre. Aurélien Duchesne, on nous dit, alors quand je dis on, c'est Clarissa Ward, encore une fois de CNN, qui a constaté que le drapeau américain était de nouveau hissé devant l'ambassade américaine à Damas. Ça, c'est aussi un signe qui nous montre que les liens commencent à se tisser et surtout qu'on est vraiment passé dans une nouvelle ère maintenant entre les deux pays. Oui, ça avait été le cas pour les Français quand on a remis pour la première fois depuis 2011. Depuis 2011, le drapeau français ne flottait plus à Damas. Le retour des Français dans l'ancienne ambassade totalement dévastée avait été un très grand moment pour nous, y compris au niveau européen, parce que la France était la première littéralement à replanter son drapeau, la symbolique était forte, et la dernière fois qu'on avait eu des images assez symboliques du drapeau américain en Syrie, c'était en 2019 dans le nord-est du pays, quand les Américains se retirent et laissent les Kurdes aller se faire massacrer de les semaines qui venaient, des gens qui ont quand même combattu Daesh, sur qui on s'est reposé, qui se font massacrer par l'armée turque. On a vu des Kurdes brûler des drapeaux américains parce qu'ils se faisaient lâcher. Là, le symbole est quand même assez fort 5 ans après. Attendez, si je vous suis bien, ça veut dire que là, aujourd'hui, ce gouvernement qui est quand même à la base composé de djihadistes, ce nouveau pouvoir,
tient. C'est-à-dire qu'on a tous dit oui, c'est juste de l'affichage pendant quelques semaines et finalement ils vont montrer leur vrai visage. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il y a quand même les Druzes qui sont au nord-est et qui restent. Cette question des Druzes. Il y a l'affaire. Les Druzes, les Kurdes au nord-est. Il y a les Druzes au sud. Je veux dire, ça se passe pas si bien que ça. Et les Alaouites également. Je veux dire, il y a quand même un problème de mixité ethnique. Mais ce gouvernement, pour le moment, reste très populaire. En tout cas, il y a un envoyé. Donald Trump a également un envoyé spécial dans la région. Cet envoyé spécial s'appelle Thomas Barak et il se trouve être l'ambassadeur américain en Turquie. Donc, il a les deux casquettes et il a déclaré que l'armée américaine, Elisabeth Shepard-Selam, allait supprimer 7 de ses 8 bases sur place en Syrie. Il y avait donc 8 bases américaines en Syrie, environ 2000 soldats américains dans le nord-est de la Syrie. Et voici ce qu'il a dit. Ce que je peux vous assurer, c'est que notre politique syrienne actuelle, donc la politique américaine, ne sera pas proche de la politique syrienne des 100 dernières années, car aucune de ces politiques n'a fonctionné. Alors là, si ce n'est pas un aveu d'échec... Alors, plusieurs choses. D'abord, il y avait 2000 soldats, alors que pendant très longtemps, on pensait qu'il y avait à peu près 1000. C'était une révélation assez récente qu'en fait, ils avaient menti pour garder un peu cette ambiguïté stratégique par rapport aux terroristes de l'État islamique, ceux qui restent. D'accord. Il y a aussi, dans toute cette politique de Trump, on se rappelle qu'il veut quand même réduire la présence américaine à l'étranger, en tout cas dans certaines zones. Et on parle beaucoup du fait qu'il y a des promesses, en tout cas de la part du nouveau gouvernement, justement de combattre ces djihadistes et certainement d'avoir le soutien des Américains pour le faire, pour que les Américains puissent pivoter, notamment vers l'Asie, mais pas seulement. Parce que là, ils sont essentiellement au Kurdistan, ces bases-là, vraisemblablement. Au Java. Ouais. Mais s'ils s'en vont, il va y avoir le problème turc qui va revenir au premier plan. Il est déjà là. Il est déjà là. Sans que les Américains... Non, mais rien n'est réglé. Rien n'est réglé, mais on est quand même, du point de vue des Syriens, au début d'une nouvelle ère. Voilà. Mais juste, effectivement, c'est un pays qui a toujours été quelque part victime de sa géographie, parce qu'il est à croisée des empires, victime de son histoire aussi. Vous avez les Turcs qui forcément estiment avoir accompagné la déposition de l'ancien tyran et qui jouent leur partition. Les Israéliens qui occupent également du territoire dans le sud et qui affirment défendre les Druzes afin de pouvoir garder une présence sur ce territoire. Et vous avez ce pouvoir qui effectivement essaye de se débattre avec ce pays mosaïque. Mais dites-vous une chose, quand on parle de massacres, d'alaouites, etc., en France, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait avec les collabos ? Combien d'exécutions sommaires ? Combien de procès iniques, etc. C'est un pays qui a traversé 54 ans, si vous voulez, d'un régime sanglant. Donc, il y a ceux qui ont collaboré, il y a ceux qui ont résisté, il y a des zones grises. Et on est donc, en plein dans cette période. Je trouve que pour l'instant, c'est terrible de le dire, mais il s'en sort effectivement pas trop mal. Maintenant, il va falloir c'est pas juste à fait le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle a réussi à reprendre en main son territoire dans la foulée, ce qui n'est pas le cas là actuellement. Il y a des pans entiers du territoire syrien que Chara ne maîtrise pas. Rappelons quand même que, comme Anne l'a dit tout à l'heure, ce pays a donc été retiré de la liste des États voyous. D'ailleurs, regardez ce que dit la sénatrice démocrate qui est à l'origine de ça. Elle dit « Je suis heureuse de voir que la Commission a adopté mon amendement visant à retirer la Syrie de la liste des États voyous de l'Institut national pour le Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. » Mais justement, quand on voit qu'il y a encore des problèmes ça et là, est-ce qu'on est allé trop vite dans ce domaine, Aurélien Duchesne ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre encore un peu avant de retirer cet État de cette liste ? Sans doute non, parce que certains peuvent dire trop vite au regard de la légitimité du pouvoir en place, du passé de djihadiste, effectivement, du nouveau dirigeant, mais on regarde aussi à quel point la nature a horreur du vide. Dès les premières semaines du renversement du régime de la famille Assad, vous avez les Israéliens qui commencent à attaquer des positions issues du pays, les Turcs qui font comprendre que c'est eux qui devraient, dans les faits, diriger le pays, et les Russes qui essayent de sauver au maximum leur base. Évidemment que nous, Français, Européens, et d'autre côté les Américains qui avons été largement exclus du jeu, on s'était fait exclure, nous les Français, du processus d'Astana pour la résolution politique qui a totalement raté du conflit. Là maintenant, personne ne veut être pris de vitesse par les autres et tout le monde s'y engouffre le plus vite possible.